la puissance formidable de l'humanité, c'est que justement, ce n'est pas une puissance de calcul. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est une puissance d'action. Nous sommes, et ça Aristote le disait génialement, Aristote le disait formidablement, nous sommes des êtres en activité, nous sommes des êtres actifs. C'est ça qui nous sépare des autres. Et notre activité, elle est mue par notre imagination créatrice. Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre émission Les Mandarins de l'économie et de la culture au sein de Mandarin TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Yves Roucaute. Yves Roucaute qui, après avoir eu les honneurs du Figaro dans les derniers jours, une page entière, c'est pas tout le monde, eh bien, vient nous voir avec son nouvel opus qui parle du bonheur aujourd'hui. Et je crois que c'est une question qui nous taraude tous, parce que, ne serait-ce que dans les États-Unis, on dit toujours que dans l'objectif, c'est « the search for happiness ». Donc la recherche du bonheur est inscrite dans la Constitution américaine, il faut quand même le rappeler, et que nous, en France, on aime bien parler du bonheur, et la chanson disait « il est où, bonheur, il est où ?» Alors on va essayer avec Yves Roucaute de trouver le chemin du bonheur. Vaste programme. Alors, je me dois quand même de rappeler que Yves Roucaute, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même une personnalité française qui a fait des études absolument brillantes, agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques, etc. Mais ce qui nous amuse beaucoup, c'est qu'il vient d'une famille du Parti communiste français. Donc ses parents, son père lui-même a été militant à l'UNEF, Sciences Po, etc. Donc il est passé par toute cette philosophie, je dirais, et cette politique. Hein, et donc il a été conseiller dans beaucoup de gouvernements français, donc je peux citer Jacques Chirac, Alain Carignon, Balladur, Madelin, Raffarin que les Chinois connaissent bien, Claude Guéant et pour finir Nicolas Sarkozy. Voilà, donc c'est un parcours très très complet et ça lui a permis de prendre certainement un peu de recul sur notre monde aujourd'hui. Et c'est vrai que la recherche du bonheur, aujourd'hui on est un peu perdu avec tout ce qu'on nous dit dans la presse, ce monde qui change énormément. Et donc aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde déjà le premier sujet qui est, on nous parle de l'intelligence artificielle, donc on ne sait plus quoi en penser, il y en a plein dans la presse. Alors est-ce que ça va nous rendre malheureux? Est-ce que ça va nous rendre heureux? Comment peut-on, nous, en tant qu'entrepreneurs, eh bien, se situer par rapport à cette intelligence artificielle? D'ailleurs, est-elle intelligente vraiment? Qu'elle soit artificielle, certainement, mais est-ce que l'homme ne restait pas plus intelligent que l'intelligence? Oui, c'est une vraie question. C'est qu'en fait, d'ailleurs, on en parlait un petit peu avant de cette émission. Je voyais que le président Xi Jinping avait réuni hier des chefs d'entreprise pour développer l'innovation, pour booster un peu cette créativité. Et il a raison sur le fond, parce que parmi ces innovations, notamment l'intelligence artificielle, est une clé pour le développement, c'est une clé pour le bien-être, mais aussi paradoxalement en tout cas, pour le bonheur. Alors, peut-être que faire une toute petite mise au point là-dessus, c'est qu'en fait, mon livre... C'est l'histoire d'un vagabond que je rencontre à New York, j'aurais pu le rencontrer à Shanghai, hein, c'est pareil, et il découvre, il raconte, il me laisse ses carnets de voyage, et dans ses carnets de voyage, il raconte son voyage à travers l'histoire de l'humanité, depuis le Paléolithique, jusqu'à aujourd'hui. Donc il rencontre des savants, des philosophes, des théologiens, il va aux stations par exemple, à partir de la station État de Nature, il prend l'Orient Express, il va à la station au Sumer, bouddhisme, la station taoïsme, la station Confucius, il revient à la station shintoïsme, il revient à Jérusalem, et puis là il prend l'Occident Express, il rencontre les philosophes, etc., Aristote, Platon, Socrate, etc., et il repart ensuite à Paris, Mondial Express, et justement il arrive, Mondial Express, c'est pas pour rien, hein, je la fais courte, et il découvre donc cette explosion de nouvelles technologies, etc. Il cherche toujours, lui, le bonheur. À chaque fois, il a récupéré une clé du bonheur, 2 clés du bonheur, 3 clés du bonheur, la 4e clé du bonheur. Il arrive dans une vallée qu'on appelle la vallée du miel, dans le livre,
Et dans cette vallée du miel, qui est aussi une référence à quantité de grande spiritualité asiatique et occidentale, et dans cette vallée du miel, il découvre notamment l'intérêt de l'intelligence artificielle. C'est là que j'y viens. Et il découvre la formule du bonheur aussi. Je la dis rapidement, parce que ce serait une autre émission peut-être. La formule du bonheur individuel, c'est créer. Soyez créatifs, parce que nous avons une nature créatrice. C'est très important ça, parce que vous allez voir que l'intelligence artificielle arrive là-dessus. Parce qu'en effet, vous savez, on dit toujours, et on revient sur votre question sur l'intelligence, on dit toujours ce qui sépare l'homme de l'animal, c'est son intelligence. En vérité, tous ceux qui connaissent un peu les animaux savent que les animaux ont de l'intelligence, qu'on appelle l'intelligence. Ils peuvent être rusés, ils peuvent être calculateurs, etc. Donc c'est pas ce qui sépare l'homme de l'animal. Bien sûr, on peut imaginer qu'on a plus d'intelligence que les animaux. Ça, c'est sympa d'ailleurs. On est content, on a plus d'intelligence que notre chien, que notre chat. C'est très bien, formidable. Mais enfin, c'est une question quantitative, on sent pas. La différence qualitative, c'est la créativité. Nous sommes les seuls, et ça c'est vraiment fondamental. C'est d'ailleurs ce que ne comprend pas lorsqu'on arrive à la station bouddhisme. Mon personnage, il arrive justement au temple de Shaolin, il rencontre Zongmi, il discute avec lui, etc. Il va discuter avec Lao Tse plus tard, etc. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. La grande différence, c'est la créativité. Pourquoi ? Parce que nous sommes les seuls êtres humains à transformer la nature complètement. C'est-à-dire, voilà, on transforme la nature. Ensuite, nous transformons nos relations entre humains. Les fourmis, elles ne transforment pas leurs relations. Nous, on crée des civilisations. Et les civilisations, en plus, elles évoluent. Et puis la troisième chose, qui est encore plus formidable peut-être, c'est qu'on transforme notre propre corps. C'est-à-dire qu'on est capable même d'aller transformer jusqu'à nos gènes. Moi, je fais beaucoup de conférences sur les biotechnologies, évidemment. C'est une question qui m'intéresse au plus haut point, mais c'est une question qui intéresse toute l'humanité. Et justement, l'intelligence artificielle là-dedans, mais c'est ça qui est formidable, c'est que ça développe... Alors, donc notre nature est créatrice. Moi, je dis même que l'homme n'est pas homo sapiens, il est homo creator. Et ça fait plusieurs fois que je développe cette idée, qui est d'ailleurs reprise maintenant par un certain nombre de grands dirigeants politiques que je ne citerai pas, qui disent « Oui, mais Yves, on est d'accord avec toi, d'ailleurs, maintenant, nous, c'est notre axe de... » Oui, ils sont d'accord avec moi, mais visiblement, ils ne font pas tout à fait ce qu'il faut pour ça, mais qu'importe. Nous sommes homo creator, c'est-à-dire que nous sommes créateurs, et l'intelligence artificielle... Alors, le bonheur vient quand on harmonise notre nature avec nous-mêmes, c'est-à-dire que lorsqu'on crée, l'histoire de la petite fille, là, vous avez montré la photo du livre, hein, le livre, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre une petite fille. Cette petite fille, mon vagabond, le personnage qui suit des trains, il la découvre dans la vallée du miel, c'est la première personne qu'il rencontre. C'est une petite fille qui est en train de faire un château de sable. Il se dit, mais c'est incroyable, elle possède les 4 clés du bonheur, on verra peut-être dessus, et la formule de bonheur, elle est là, elle est créatrice. Et il se pose la question, mais comment cette petite fille si créatrice peut ensuite avoir été limitée, mise dans les fers ? Pourquoi on peut avoir freiné ? Comment on peut freiner sa créativité ? Pourquoi est-ce qu'à la fin, elle adore aller à l'école, par exemple, quand elle est enfant, puis ensuite elle n'aime plus l'école ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il se pose la question, et en montant, il va découvrir précisément comment on peut libérer la créativité. Alors je reviens sur mon intelligence artificielle. Mon vagabond, il est absolument enthousiaste devant l'intelligence artificielle, comme je le suis évidemment. Je suis enthousiaste. Pourquoi ? Parce que c'est une formidable aide à la créativité, en biotechnologie, en nanotechnologie, donc pour la santé, pour développer notre maîtrise du monde face aux malheurs. Parce que n'oublions pas que les malheurs sont là, on oublie toujours ça. Il y a les malheurs dus à la nature, les sécheresses, les glaciations, les tsunamis, les cyclones, etc. Les malheurs, ils sont là. Les malheurs dus aux autres, les guerres, etc., ils sont bien là. Les crimes, et puis les malheurs dus à soi-même. Souvent, on s'en veut soi-même, on se culpabilise, on vit dans la détestation de nous. En plus, il y a plein de spiritualités qui veulent que nous détestions. On devrait détester notre moi, etc. Donc, je reviens à notre histoire. Face à ces malheurs, l'intelligence artificielle, c'est formidable. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui vendent la peur. Ils vendent la peur par rapport à ça. Ils essayent de bloquer cette intelligence artificielle. Et ça vient de 2 choses. La première chose, c'est que d'abord, parce qu'ils pensent que la différence entre l'homme et l'animal, c'est l'intelligence. Alors ils se disent, si on développe beaucoup l'intelligence artificielle, elle va nous être supérieure. Ouais, d'accord. Moi, je prends une machine à calculer, je fais 10 puissance 2784 multiplié par 7,884 puissance, etc. Évidemment, ma machine, elle me le donne tout de suite, la réponse. Mais c'est pas pour ça qu'elle est supérieure à moi. Je veux dire, elle est simplement une aide.
à ma décision et une aide au calcul, si je suis commerçant, si je suis industriel, une aide à la décision. Le mot intelligence, c'est le deuxième gros problème. C'est que le mot intelligence, il est ambigu. Si je vous dis par exemple la table, une table, ça peut être la table de la salle à manger, ça peut être la table des matières dans un livre, comme la table des matières qu'il y a dans mon livre, ça peut être la table des lois dans la Bible, ça peut être, quantité de choses. Le mot table, il n'est pas unique, il n'est pas univoque, il y a plusieurs sens. Le mot intelligence, il a plusieurs sens aussi. Ce qu'on appelle intelligence artificielle, c'est très très loin de ce qu'on appelle intelligence quand on parle de l'homme. De la même façon, ce qu'on appelle mémoire artificielle, c'est très très loin de ce qu'est la mémoire de l'homme. Alors, je suis peut-être un peu trop long, mais la mémoire, on va commencer par là. Certains disent on va reproduire la mémoire humaine. C'est impossible. C'est impossible. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas la peine d'avoir peur. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que notre mémoire, il y a de l'inconscient dans notre mémoire. On va rêver, on va dormir, notre inconscient il va parler, on va faire des cauchemars ou des choses merveilleuses. Or, par définition, l'intelligence artificielle n'a pas d'inconscient. Elle n'est toujours logique. Notre mémoire, on sait bien, on se réveille le matin, on essaie de se souvenir de notre rêve, c'est pas très logique. Oui, parce que nous sommes des êtres avec une grande part d'inconscient, avec une grande part de pulsions qui ne sont pas logiques. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est une supériorité de l'homme sur l'animal. Donc c'est un assistant, un très bon assistant. Alors c'est un très sur les datas. Sur les datas, c'est formidable. Voilà. Ça nous permet, y compris d'ailleurs, c'est ça qui est formidable, de nous alléger. Parce que si à chaque fois qu'on fait quelque chose, on devait se souvenir de tout, on ne pourrait pas agir. Ce qui est formidable avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous donne plein de données, je vais repérer et hop, je vais les retrouver, y compris des données que j'ai oubliées. Quand vous entrez dans un cabinet d'avocat et que vous avez 2 murs entiers de bouquins, vous dites, mais ils ne sont quand même pas en train de lire tout ça pour retrouver la jurisprudence, etc. Alors, c'est vrai qu'avec l'intelligence l'ordinateur, vous avez directement sur la jurisprudence. Effectivement, donc il faut concevoir ce que vous dites, que l'intelligence n'est pas la même définition. Déjà, la mémoire, c'est déjà 2 choses très différentes. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est quand on se souvient de quelque chose, notre cerveau, c'est une formidable machine. Incroyable. Elle se souvient quand ça lui est utile. Sinon, elle oublie. Elle perd. C'est pas très grave en réalité. Heureusement qu'elle perd, parce qu'encore une fois, elle pourrait pas agir. Ça, c'est la première caractéristique. La mémoire. Notre mémoire formidable, géniale. On a un rapport de notre cerveau à nos souvenirs absolument formidable. Et comme vous le dites, c'est une véritable aide. Et puis le deuxième mot qui est ennuyeux, c'est le mot intelligence. Parce que l'intelligence humaine, vous savez, on est capable de dissimuler, de simuler, de mentir. On est capable de ruser. On est capable d'aller débrancher l'ordinateur de la machine. C'est incroyable, le cerveau humain, son intelligence. Ça n'a rien à voir avec la machine. La machine, elle est capable de 5 activités, ce que je décris dans le livre, de 5 activités seulement. Des activités logiques. Dès que c'est incohérent, dès que c'est pas logique, elle est bloquée, la machine. Elle est incapable d'aller... Alors on appelle ça des hallucinations, c'est-à-dire qu'elle raconte n'importe quoi, mais ça arrive aussi aux hommes de raconter n'importe quoi. Oui, sauf que nous, notre imagination créatrice, parce que c'est notre imagination, elle est créatrice, notre imagination. On va imaginer la machine, justement. On va imaginer l'Internet. On va imaginer, par exemple, en biotechnologie, ce qu'une de mes amies, qui est prix Nobel de chimie, a découvert, le fameux ciseau génétique, le CRISPR-Cas9, c'est-à-dire les ciseaux qui permettent d'aller couper dans les maladies génétiques pour remplacer les gènes. On est capable de ça. On a une imagination formidable, créatrice. La machine n'est pas créatrice. La machine, elle est capable de 5 activités logiques. Dès que ça sort de la cohérence et de la logique, dès que ça sort de la logique que le programmateur a mise dedans, or, le programmateur, il a lui-même ses propres limites, eh bien, elle est incapable d'avancer. Mais alors, on dit que les machines vont pouvoir réfléchir et s'auto-alimenter, et finalement, on a peur de la prise de pouvoir sur l'homme par les machines. Quand on voit les Japonais qui font donc des robots humanoïdes pour de la domotique, c'est-à-dire vous avez un assistant chez vous qui fait la cuisine, qui ouvre le frigo, qui fait les courses, là, ça fout la trouille. On se dit, on va être dirigé par des machines. Oui, alors, c'est absolument formidable, parce que justement, et c'est vrai pour la domotique, mais c'est vrai aussi pour ces machines qui nous aident, par exemple, à faire des opérations chirurgicales. Sur, par exemple, le cancer de la prostate, on peut quasiment aujourd'hui, à 99%, le faire, bien sûr, un chirurgien surveille, mais on peut quasiment, à 99% maintenant, le soigner par des machines. Donc, c'est une aide formidable. Et vous avez raison, ça devient de plus en plus puissant.
Heureusement, parce que du coup, ça nous allège de nos tâches d'habitude, ça permet de développer notre propre créativité. Alors, j'ai fait un livre, donc il y a quelques années, une réponse à un personnage, à un Américain. Dès que vous êtes Américain, vous êtes célèbre dans le monde, donc il est très célèbre, c'est Harari, qui raconte beaucoup d'âneries, mais comme il est Américain, c'est formidable. Et, bon, je dis ça de manière un peu ironique, mais il expliquait que justement, il essayait d'avoir un jour une super intelligence qui nous dépasserait. Mais s'il avait été un tout petit peu un logicien, moi j'ai, comme vous avez dit tout à l'heure, gentiment d'ailleurs, j'ai une agrégation de philosophie, une agrégation de droit, public, sciences politiques, de PhD, qu'importe, et notamment j'ai beaucoup travaillé sur les questions logiques. Je suis un logicien en fait au départ. Or, s'il avait travaillé un peu sur la logique, il verrait l'absurdité de croire qu'une super intelligence va venir nous bouffer demain. C'est un peu l'histoire, vous savez, en France, il y a une histoire, c'est le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, il y a un loup qui se déguise en mer grand, il se met dans le lit, le loup, donc il est dirigé, il se déguise en mer grand, le petit chaperon rouge arrive, il veut bouffer le petit chaperon rouge. Bon, il n'y arrive pas d'ailleurs dans la fable des enfants, et il n'y arriverait pas non plus dans la réalité. C'est pour ça que je parle de cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, bon, moi j'ai fait notamment beaucoup d'écrits sur Max Planck, qui est l'inventeur de la théorie des quantas. Or, il faut savoir qu'il y a un truc qu'on appelle le plus court temps possible, qui est en rapport avec la vitesse des photons, je n'insiste pas, c'est 10 puissance moins 44 secondes. C'est-à-dire que c'est le temps le plus court possible en réalité. Alors maintenant, on va prendre notre machine, on va imaginer notre machine, elle est super puissante. Elle connaît tout, du vol de papillon à mon inconscient. Ce qui déjà est absurde, impossible, mais qu'importe. On va l'admettre. Allez, on dit à Harari et à tous ceux qui nous vendent qu'il faut se méfier de l'intelligence artificielle, il faut freiner l'intelligence artificielle, il faut limiter l'intelligence artificielle, ce que font les Européens, et qui n'ont rien compris au film, je veux dire, bon, la France, eh bien, on va dire, ok, elle est capable de tout ça. So what? Parce que elle a calculé tout ça, le vol de papillon et notre inconscient. Mais il lui a fallu pour ça 10 puissance moins 44 secondes au moins. Or, pendant ce temps où elle a tout calculé, il s'est passé des milliards d'événements. Donc, elle est obligée de recalculer tout pendant ces 10. Et donc, elle arrive à ce moment-là. Oui, mais pendant le temps où elle a recalculé tout, il s'est encore passé 10 puissance moins 44 secondes au moins. Donc, votre machine, elle ne peut jamais agir. S'il y avait une super machine comme ça, ce qui en plus est logiquement impossible, mais qu'importe, eh bien, elle serait dans l'incapacité d'agir. Donc, elle serait bloquée, comme vous seriez bloqué si vous décidez de sortir de chez vous. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, oui, mais alors attention, tous les dangers. Il peut y avoir un fou dans la rue, il peut y avoir les feux qui ne marchent pas, il peut y avoir un éboulement, il peut y avoir un séisme, vous allez tout calculer. Vous sortirez jamais de chez vous. Parce qu'à chaque fois que vous faites ce calcul-là, vous allez mettre un peu plus de temps que cette machine-là pour calculer, mais il se sera passé des milliers d'événements. Ça se trouve, vous allez penser à un autre camion qui va arriver, d'autres voitures vont circuler, donc vous allez avoir peur, vous n'allez jamais sortir de chez vous. La puissance formidable de l'humanité, c'est que justement, ce n'est pas une puissance de calcul. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est une puissance d'action. Nous sommes, et ça Aristote le disait génialement, Aristote le disait formidablement, nous sommes des êtres en activité, nous sommes des êtres actifs. C'est ça qui nous sépare des autres. Et notre activité, elle est mue par notre imagination créatrice. Je veux sortir parce que j'imagine que je vais aller chercher du pain chez le boulanger qui est du bon pain. C'est mon imagination qui me dit ça. Vous voyez, nous sommes mus, nous, par notre imagination, et lorsque nous voulons avancer, eh bien, nous faisons quelque chose qui est formidable, nous innovons, nous créons quelque chose. Ce n'est pas la continuité de ce qui s'est fait. Nous sommes capables de rupture. Nous sommes capables, à un moment donné, de dire, non, par exemple, les gens, avant, ils pensaient que pour aller avancer vite, il fallait avoir des chevaux. Alors, ils mettaient des chevaux. Et après, on a créé un jour des voitures. Et on continue à penser en disant, la voiture, elle a tant de chevaux vapeur, ou tant de... Mais il n'y a plus de chevaux. Le gars qui continuerait à faire des carrosses avec des chevaux, il n'a pas compris la rupture. Alors c'est justement, si je me permets de vous interrompre, c'est la différence entre le progrès et l'innovation. C'est que le progrès, c'est mettre un coup de peinture sur ce qui existe. L'innovation, c'est effectivement renverser la table. Alors, parlant d'action, je voudrais qu'on aborde aussi un deuxième sujet, c'est le climat, la planète, parce que je crois que vous êtes un militant, vous avez une opinion bien précise sur les écolos, tout ce qu'on nous fait subir tous les jours, ne serait-ce que là on est à Paris, les voitures, l'environnement, le vélo, et puis la Chine est mise au banc parce qu'on dit que c'est un gros pollueur, comme d'autres pays d'ailleurs, et donc vous vous dites non, ce n'est pas forcément les entreprises ou les industries qui créent cet environnement, cette pollution
évolution, ce climat. Ouais, j'ai d'ailleurs réussi à convaincre le président, qui est plus maintenant président Sarkozy, de la justesse de mes positions. D'ailleurs, il a défendu le livre précédent qui s'appelle L'obscurantisme vert. Moi, je ne suis pas contre l'écologie. Je suis pour une écologie positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, l'idolâtrie de la planète, c'est pas mon truc. Les gars qui idolâtrent les modes de terre, c'est pas mon truc. Moi, je mets l'humanité au centre de l'affaire. Le bien de l'humanité, le bien-être de l'humanité. Or, il y a un vrai problème avec ces écologistes-là, qui dominent et qui nous empêchent de vivre, c'est que c'est une écologie punitive. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent freiner la créativité, ils veulent freiner l'innovation, ils prétendent vouloir contrôler tout ça, et au nom de la planète. Et le rire, pour ça que le livre L'obscurantisme vert est un livre très drôle à lire. Il a d'ailleurs été en tête des ventes pendant 8 mois en France, donc c'est pas rien, hein, 8 mois en tête des ventes en France, alors qu'il a eu, à part quelques journaux, d'ailleurs plutôt à droite, c'est vrai, oui, il a eu quasiment pas de soutien dans les médias, mais la population, elle s'y est retrouvée dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous raconte? D'abord, on voit que ces gens-là, ils n'ont aucune connaissance scientifique. Pourquoi? Je parle de ces gens qui prétendent mener la guerre pour sauver la planète. D'abord parce que, concrètement, depuis 4,5 milliards d'années, et c'est quand même pas rien, 4,5 milliards d'années, eh bien, il a toujours fait plus chaud sur cette planète, sauf durant 11 700 ans, où il y a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il a toujours fait plus chaud, hors glaciation, évidemment. La première chose. Deuxième chose, c'est que cette planète qu'on idolâtre, le genre Homo, disons, pour aller vite, il est né il y a 2,8 millions d'années. Il y avait à peu près il y a eu 22 espèces du genre Homo qui sont développées durant ces 2,8 millions d'années. Une seule a survécu, une seule, la nôtre. Toutes les autres ont été exterminées par la planète. Donc idolâtrer la planète, ouais, déjà je suis un peu sceptique. Pourquoi ils ont été idolâtrés? Mais parce qu'il y a des chaleurs terribles, mais aussi des glaciations terribles. Parce que le règlement climatique, c'est le dérèglement. C'est les hauts, les bas. C'est des périodes très chaudes et des périodes de glaciation. C'est comme ça depuis 4,5 milliards d'années. Et la troisième chose à dire, c'est que... je précise d'ailleurs que depuis 11 700 ans, on a eu 2 périodes beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui, incontestablement. Le Moyen-Âge, par exemple, on cultivait les vignes dans le nord de l'Europe. Au Groenland, les Vikings avaient installé 2 colonies. Groenland, ça veut dire le pays vert. Pays vert, exactement. Et il y a 4200 ans, la civilisation de l'Indus a été rayée de la carte, comme d'ailleurs la civilisation d'Akkad, parce qu'il y a eu des chaleurs tellement épouvantables que la sécheresse a fait, et puis la population, qu'est-ce qui s'est passé? Elle crevait de faim, donc il y avait la sécheresse, donc elle a attaqué Akkad, les centres de ville, pour bouffer les victuailles qu'il y avait. Impossible de gérer, résultat de l'affaire, ça a été une mortalité terrible. Donc on n'en est pas là, on n'en est pas là. Et le dernier élément peut-être qui peut être utile, c'est que la science, qu'est-ce qu'elle démontre? Elle démontre une chose simple, c'est que les gaz à effet de serre, pour 75 à 85%, c'est de la vapeur d'eau. C'est pas du CO2, c'est pas de l'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone. C'est de la vapeur d'eau. Le dioxyde de carbone, c'est donc une part réelle, mais infime. D'autre part, le dioxyde de carbone, depuis 435 millions d'années, je fais court, il a toujours été plus développé qu'aujourd'hui, sauf période de glaciation, et même parfois en période de glaciation. Et il ne présente aucun danger pour l'humanité. Donc c'est la deuxième chose. Je ne m'amuse pas. Moi, par exemple, je suis pour qu'on développe à fond l'hydrogène. Parce que contrairement à ce que disent les écologistes, on a dans la nature une énergie inépuisable. Moi, je suis un disciple de Max Planck, donc le théoricien des quantas. Je peux vous assurer que le monde est composé d'atomes. Et je peux vous assurer, vraiment, je peux le promettre, jurer, que ces atomes sont composés de quarks, de leptons et de bosons. Je peux vous l'assurer. Et ça, c'est de l'énergie. L'énergie est inépuisable. Le problème, c'est comment la prendre. Mais croire qu'on va épuiser l'énergie, c'est de la rigolade. Et je reviens sur l'histoire de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est formidable parce que c'est ce qu'il y a le plus dans l'univers. Plus. Malheureusement, il n'est pas souvent à l'état pur. Il est avec l'eau, par exemple. L'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est deux molécules d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc il faut casser cette molécule pour récupérer de l'hydrogène. Il y a de l'hydrogène parfois à l'état pur. Sauf que, moi j'adore l'hydrogène, formidable, allons-y.
libérons l'innovation pour utiliser l'hydrogène. Sauf que l'hydrogène, ça produit de la vapeur d'eau. Donc, ok, on enlève du CO2, on met de la vapeur d'eau. En termes de gaz à effet de serre, c'est peanuts. Donc, le résultat, Mais la vérité, c'est que derrière cette terrible, cette vague obscurantiste verte contre... C'est une vague qui va contre les sciences, contre les technologies, qui essaye de culpabiliser ceux qui font des voitures, ceux qui font les avions. On essaye de culpabiliser ceux qui... regardez, les agriculteurs qui essayent de lutter contre la sécheresse, ils font des grandes retenues d'eau, alors on va casser leurs retenues d'eau pour eux. C'est incroyable. C'est une vague obscurantiste inouïe. Vous parliez tout à l'heure de mes origines communistes. Ma famille était communiste. Moi-même, j'étais patron de l'Union des étudiants communistes pendant quelques années. Et bref, je ne le suis plus. Mais je ne suis plus parce que moi, justement, ce que je veux, c'est libérer la créativité. Et que je trouvais que... et d'ailleurs, je suis content de voir que la Chine, justement, un président comme le président Xi Jinping est complètement sur la libération de l'innovation. Et on a besoin de ça. Et ça, malheureusement, à l'époque stalinienne, je pense qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qu'il fallait faire. Bref, qu'importe. Mais la grande tradition marxiste, c'était le progrès des sciences et des techniques. C'était ça. La grande tradition socialiste aussi. Et ça, c'était totalement positif. Moi, j'ai jamais renié ça. Je trouve que c'est génial de développer les sciences, les techniques. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir aller vers un autre bonheur par rapport à votre livre, justement, en comprenant un peu mieux les problèmes de l'écologie et de l'intelligence artificielle, qui sont les deux grands débats qu'on voit dans tous nos médias depuis déjà longtemps, hein, et on se demande, alors le chemin du bonheur, c'est quoi alors avec tout ça? Alors, justement, donc, moi, ce que j'explique dans le livre, donc mon vagabond, il se balade, et en fait, il va rencontrer les 4 grands malheurs dont je parlais tout à l'heure, donc le malheur dû à la nature, hein, les tsunamis, c'est une réalité. Il ne le nie pas, mon personnage, au contraire. Seulement, il dit voilà. Et il y a une autre chose qu'il ne le nie pas, parce qu'il n'aime pas l'idolâtrie du marché, l'idolâtrie des sciences, l'idolâtrie... toutes les idolâtries, il est contre. Mon personnage, il est... quelqu'un, c'est une sorte de machine logique, hein, mais humaine. Et donc, il est contre tout ça. Et donc, par rapport à ces malheurs dus à la nature, pensons aux inondations, par exemple, pensons aux tsunamis, pensons aux cyclones, pensons au froid, au chaud, tout ça. Mon personnage, quand il arrive à la fin, à la vallée du miel, il va découvrir que la solution, l'antidote, c'est développer les sciences et les techniques. Mais, il voit bien aussi que parfois, en développant les sciences et les techniques, on crée d'autres malheurs. Parce que justement, les sciences, elles se trompent. Mais on n'est que des humains. On essaie de faire le mieux. Aristote dit c'est génial. Moi, j'adore Aristote. Hein. Et j'ai fait ma thèse d'ailleurs sur Aristote, lecteur de Marx, de Smith et de Ricardo, qu'importe, et le statut de l'économique et du politique, enfin, qu'importe. Mais Marx, il le dit, Aristote le disait très bien. On essaye de faire le meilleur, mais on n'arrive qu'au meilleur possible. On n'est pas des anges, on n'est pas des dieux, on n'est que des humains, alors on se trompe. Par exemple, les voitures produisent parfois des pollutions. La solution, c'est pas de revenir au bœuf et au cheval. La solution, c'est de trouver des sciences pour que on pollue plus. Donc, c'est pas moins de science, c'est plus de science, plus de savoir, avancer toujours plus loin pour régler les problèmes réels. Donc pour ça que je dis que j'ai un vrai écolo, de l'écologie positive. Parce que moi je dis oui, il y a des problèmes de pollution, oui, il y a des problèmes, les sciences se trompent, évidemment. Allons du côté du savoir, allons du côté des technologies, comprenons ce qui se passe, comprenons de mieux en mieux la nature pour avancer. Vous voyez ? Ça c'est par rapport au malheur dû à la nature, dont vous parliez tout à l'heure. Alors est-ce que justement la créativité dont vous faites état, elle va utiliser cette intelligence et ces outils pour se concentrer sur le vrai contenu et utiliser les moyens techniques et ne pas passer sa vie à faire des recherches uniquement scientifiques ou techniques, mais regarder la philosophie de la chose et comment on va pouvoir peut-être tirer les marrons du feu et faire en sorte qu'on va améliorer un peu notre vie. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, certains me disent oui, mais ça peut permettre à des terroristes de faire des bombes, ça peut permettre de faire des crimes, ça peut aider. Bien sûr, c'est vrai. Mais vous savez, il y a eu 800 000 Tutsis exterminés au Rwanda à coups de machette. Est-ce qu'on va interdire les couteaux, les machettes, les machins ? Il y a des terroristes qui utilisent la chimie pour faire des bombes. On va interdire les cours de chimie dans les lycées ? Ah, oui. Donc à un moment donné, il faut arrêter les... Bien sûr, mais c'est pas l'intelligence artificielle qui est mauvaise, ni la machette. C'est ceux qui l'utilisent.
Donc, et donc Coluche disait, si un chien te mord, regarde qu'il y a au bout de la laisse. Exactement. Effectivement, donc je crois qu'on en revient à cette idée, et ce sera notre conclusion aujourd'hui, c'est de dire que derrière, il faut valoriser, je crois, l'homme, et donc votre livre nous permet quand même, avec la vallée du miel, c'est ça, bon, c'est j'adore. ça, la vallée du miel. Eh bien, c'est contre les vallées de larmes. Hein. Vivons dans le miel et essayons de faire notre miel de votre beau livre. Merci Yves Roucault, Merci à bientôt. Invité. Au revoir.